C'est un rapport qui a été écrit pour le programme d'administration en ligne de l'administration genevoise, qui est un grand programme qui a débuté déjà l'année passée. Et le but, c'était de justement faire une étude prospective basée sur des faits, donc avec beaucoup de recherches, d'informations aussi dans des pays avoisinants, afin de pouvoir tracer un fil rouge de l'évolution de l'administration de demain. Et c'est pour ça que le rapport s'appelle « Administration de demain ». Donc, les étapes clés qu'on a trouvées à travers les interviews qu'on a fait aussi bien en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, également outre-Atlantique, au Canada et aux États-Unis notamment, nous ont permis de décrire différentes phases. Ces phases, elles vont de l'informationnel au transformationnel. Alors, en quelques mots peut-être, pour vous expliquer les différentes étapes, l'informationnel, c'est une étape que quasiment toutes les administrations ont franchie, où on met à disposition des citoyens et des entreprises des informations sur un site web. Et ensuite, il y a une étape supplémentaire dans laquelle beaucoup d'administrations se dirigent, qui est celle du transactionnel, c'est-à-dire de faire faire par les personnes remplir des formulaires ou bien aller jusqu'à, par exemple, un paiement en ligne. Cette étape, c'est une étape de, si vous voulez, de self-service. Une troisième étape qu'on voit très nettement se dessiner, c'est une étape de do-it-yourself, c'est-à-dire une étape où on va personnaliser les choses. Ici, il faudra avoir de toute façon une identité en ligne électronique plus forte. Et dans ce cadre-là, on peut trouver quelques pays, comme par exemple la Belgique ou bien l'Estonie, qui ont déjà des cartes d'identité digitale qui permettent d'avoir un dossier complètement constitué de manière à échanger avec l'administration. Les deux étapes suivantes, c'est deux étapes qui sont extrêmement importantes parce qu'elles se situent dans un modèle de transformation de l'administration. Et donc, cette étape suivante, c'est vraiment une étape de personnalisation ou de participation plutôt. Cette participation, elle se fait en demandant aux gens de faire un co-design, de participer vraiment activement à la réflexion. Et peu de pays sont engagés là-dessus. La dernière étape, qui était vraiment une étape encore plus loin, c'est celle de la transformation, du transformationnel. Une seule administration rentre vraiment dans ce mode-là. Je dirais que c'est l'administration américaine avec l'arrivée de Barack Obama, qui veut vraiment changer. Le changement est arrivé à la présidence des États-Unis et on sent ça dans toute l'administration américaine. C'est absolument vrai. Je crois que ce serait aussi peut-être un peu réducteur de voir la campagne d'une personne aussi riche et d'un personnage aussi, on va dire, qui occupe un terrain à la fois politique et charismatique aussi important, de le réduire uniquement à la partie technologique, c'est vrai. Mais il a utilisé tout au long de sa campagne des outils qui lui ont permis de faire fructifier vraiment tout ce empowerment et tout ce grassroots, ce mouvement qui vient de la base. Repensons un petit peu à son contexte au début de la campagne présidentielle. C'est quelqu'un qui partait, un sénateur méconnu de l'Illinois, qui partait en face d'une personne qui est Hillary Clinton, la femme de l'ex-président des États-Unis, qui s'est profilée pendant quasiment 5 à 7 ans comme étant la prochaine présidente des États-Unis, qui est sénatrice de l'État de New York, et qui travaille avec tout l'establishment du Parti démocrate pour pouvoir gagner les élections primaires. Et arrive Barack Obama qui, lui, grâce à son charisme, à sa finesse, à sa souplesse intellectuelle, bien sûr, à ses discours et à sa rhétorique, mais aussi grâce à cet effet de réseau qu'il arrive à tisser à travers des équipes qui gardent le contact à travers des outils très technologiques, à travers des réseaux sociaux comme myBarackObama.com qui permettent d'organiser des rallyes, qui permettent aussi de former des gens qui vont eux-mêmes ensuite porter la bonne parole. Il utilise également les médias sociaux de manière extrêmement forte pour passer ses messages. On voit qu'il publie par exemple ses interviews sur YouTube, qui va utiliser beaucoup le email pour pouvoir ensuite atteindre les personnes avec lesquelles il veut rester en contact. Et par exemple, une utilisation très intéressante de YouTube, c'est de voir comment par exemple, son discours, le discours qu'il a fait à Philadelphie, est repris par un rappeur, will.i.am, qui est le chanteur du groupe Black Eyed Peas, et qui réutilise ces mots
pour pouvoir ensuite les rendre plus populaires encore et les diffuser dans la population. Donc vraiment une utilisation forte. On a vu aussi une histoire extrêmement intéressante et anecdotique en même temps. C'est l'histoire de son BlackBerry, qu'on a appelé le BarackBerry. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'en séparer. Et au moment où il a accédé à la Maison-Blanche, il utilise énormément ces technologies de l'information. Et on sent ça, on sent que ce changement arrive aussi dans l'administration, puisque dès janvier 2009, après qu'il ait été investi de son rôle de président, les sites de la Maison-Blanche changent. On passe vraiment d'un modèle de plaquettes de sites qui faisaient des communiqués de presse à un site beaucoup plus participatif, beaucoup plus ouvert, avec des blogs, avec des vidéos, avec des réseaux sociaux, avec des liens en ligne beaucoup plus forts. Et il utilise toutes ces technologies de l'information pour faire passer son message, non seulement à l'extérieur, mais il passe, si on veut, d'une poésie de campagne à une prose de gouvernance pour savoir comment il va vraiment diriger l'État américain pour ces prochaines années. Alors l'Estonie est vraiment un cas intéressant parce que c'est un cas aussi assez particulier. Il faut se rappeler que c'est un pays qui est donc de taille relativement réduite, c'est 1,3 million d'habitants environ, qui se réinvente complètement suite à, disons, à sa nouvelle indépendance vis-à-vis de l'URSS, et donc qui au cours du début des années 2000, 2001 je crois, commence à s'émanciper, à devoir recréer un nouveau gouvernement. Et donc, dans ce nouveau gouvernement, on trouve des personnes plus jeunes et qui se disent, puisqu'on part avec une table rase, en fait, on va organiser tous nos services en fonction aussi de ce que pourrait amener une valeur ajoutée, que pourraient amener les technologies de l'information. Et une chose que j'ai apprise, une anecdote aussi qui est intéressante, c'est que les personnes au sein du gouvernement lisent les propositions stratégiques que fait l'Union européenne. L'objectif de l'Estonie étant bien sûr à terme de rentrer dans l'Union européenne comme elle l'a fait. Et dans ces propositions stratégiques, l'Union européenne mentionne qu'elle veut absolument que les pays d'Europe soient au niveau en termes d'e-administration. Or l'Estonie prend ça au pied de la lettre et se dit nous allons implémenter ce type de démarche. Et ils implémentent complètement un gouvernement électronique dès le début, en atteignant l'objectif qu'aucun autre pays d'Europe n'a atteint durant ces années. Et donc, ils ont effectivement une carte d'identité immédiatement qui permet de s'identifier aussi bien sur les sites en ligne de l'administration, mais qui a également servi comme base pour le e-banking ou bien pour le commerce en ligne, ce qui a aidé également le développement économique local. Les autres points importants, c'est que on a un vrai, et c'est le cas aussi de Barack Obama, on a un vrai sponsorship au niveau politique. Ce sont les parlementaires qui mènent cette campagne et qui veulent, si on veut, redonner l'autonomie à leurs citoyens et en particulier aux jeunes générations qui viennent créer ce nouveau pays. Donc c'est un domaine, on va dire, un peu différent, ils sont très en avance. À Genève, je dirais, on n'est peut-être pas forcément en retard quand on voit des exemples comme le e-voting. N'oublions pas que ce sont des projets qui ont démarré il y a maintenant plusieurs années. Je crois que les premiers tests étaient effectués en 2001-2002 et que finalement, le e-voting a été d'abord implémenté à Genève qu'en Estonie. En revanche, c'est vrai que tous les autres services, le fait de pouvoir, par exemple, effectuer son changement d'adresse en ligne, pouvoir suivre son dossier, avoir une transparence pour voir qui et comment, par exemple, remplir ses impôts ou bien suivre ses enfants à l'école, tous ces points-là sont faits de manière naturelle puisqu'il y avait toute l'infrastructure qui était en place dans un pays comme l'Estonie.